La plupart des grands bouleversements géopolitiques s'annoncent longtemps à l'avance. On voit apparaître des documents officiels. On entend un langage diplomatique prudent. On observe des traités négociés loin des caméras. Mais parfois, le signal est beaucoup plus direct. En ce moment, les États-Unis projettent leur pouvoir dans l'hémisphère occidental d'une façon inhabituellement franche et presque personne ne relie les points entre Caracas, Nuuk et Ottawa. Vous avez vu les manchettes sur le Venezuela. Vous avez certainement entendu reparler du Groenland. Voici pourtant la contradiction qu'on ne vous demande pas d'examiner. Pendant que Washington présente ses dossiers comme distincts, l'un lié à la pression politique en Amérique du Sud, l'autre à la sécurité dans l'Arctique, le Canada, l'allié le plus proche des États-Unis, se prépare discrètement à une réalité où la coercition n'est plus seulement théorique. Cette inquiétude ne vient pas des marges. Elle provient d'analystes du commerce, d'observateurs politiques et de reportages publiés dans de grands médias financiers et juridiques. Le paradoxe est frappant. On y dit que ces démarches visent à stabiliser la région. Mais l'anxiété la plus forte ne vient pas des adversaires, elle vient des alliés. Regardons comment les médias traditionnels ont présenté cette histoire. Au cours des derniers jours, la couverture a été fragmentée. Les articles sur le Venezuela sont traités comme la continuité de campagnes de pression déjà connues. Les discussions sur le Groenland sont souvent présentées comme une curiosité, parfois même avec ironie, ou limitées à une analyse stratégique face à la Chine. Chaque dossier est traité séparément. Ce que les médias mettent en avant, c'est le spectacle. L'audace de l'idée du Groenland. L'instabilité chronique du Venezuela. Ce sont des récits conçus pour provoquer une réaction immédiate à des événements isolés. Ce qui est minimisé et souvent relégué aux pages économiques, c'est l'effet cumulatif de ces positions sur l'ordre politique des Amériques. Le lien entre l'approche américaine envers le Venezuela et le langage utilisé au sujet du Groenland est rarement analysé ensemble dans les bulletins politiques. Il s'agit d'un cas classique de compartimentation. En traitant chaque épisode comme un cycle médiatique distinct, on empêche de voir une doctrine émergente, une doctrine où la souveraineté et la pression économique deviennent des outils plus flexibles. Les préoccupations canadiennes sont souvent présentées comme secondaires, réduites à des différends commerciaux, parfois décrites comme de l'inquiétude excessive. Le moment choisi est aussi révélateur. Le Groenland est fréquemment tourné en dérision. Cette banalisation empêche un examen sérieux de ce que cela signifie réellement, la normalisation de l'acquisition territoriale par des moyens économiques et stratégiques. Pendant ce temps, l'inquiétude canadienne est décrite comme réactionnelle plutôt que rationnelle. Pour comprendre ce qui se passe, il faut éliminer le bruit. Ce n'est pas une série d'événements isolés. C'est un schéma. Entrons maintenant dans les faits. Voici ce que nous savons. Des reportages de Bloomberg, Bloomberg Law, Yahoo Finance et d'analyse commerciale établissent trois dynamiques parallèles. Premièrement, le Venezuela. Le discours américain dépasse désormais le simple cadre des sanctions. Le langage employé suggère que des changements politiques internes sont perçus comme nécessaires à la stabilité régionale. Ce n'est pas un outil nouveau, mais le ton est important. Deuxièmement, le Groenland. L'idée d'une acquisition du Groenland revient de façon répétée, non pas comme une blague, mais comme un concept stratégique lié à l'Arctique, aux ressources naturelles et à la concurrence géopolitique. Ce n'est pas une politique officielle. Mais la répétition crée un précédent. Troisièmement, et c'est le point central, le Canada. Selon les analyses citées dans ces reportages, les responsables et experts canadiens ne voient plus ces dossiers comme indépendants. Ils les interprètent comme des signaux. Voici l'évolution de cette perception. Phase 1. Le Canada interprète la pression américaine principalement à travers les tarifs, les différends commerciaux et la renégociation de l'ALENA en ASEAN. Phase 2. Les États-Unis durcissent leur discours envers le Venezuela et relancent l'idée du Groenland. Phase 3. Les cercles politiques canadiens commencent à parler explicitement de coercition économique et structurelle, pas militaire. Un élément revient constamment, la clause de révision de l'ASEAN prévue pour 2026. Cette révision n'est pas symbolique. C'est un levier.
Des analystes cités dans les médias expriment la crainte que les dépendances structurelles du Canada, et notamment en énergie, en minéraux critiques et en ressources hydriques, deviennent des points de pression. Le raisonnement est simple. Si une pression maximale est jugée acceptable contre le Venezuela pour des objectifs politiques, et si l'acquisition territoriale est évoquée pour le Groenland pour des objectifs stratégiques, alors le seuil psychologique pour exercer une pression extrême sur le Canada semble plus bas qu'auparavant. Un mécanisme précis est souvent mentionné, les clauses de l'ASEAN concernant les économies non marchandes. Certains experts craignent que ces clauses soient élargies ou utilisées comme précédent pour forcer des alignements politiques plus vastes. Soyons clairs sur ce que nous ne savons pas. Il n'existe aucun document divulgué montrant un plan visant le Canada. Aucune déclaration officielle allant en ce sens. Il n'y a aucune preuve d'une action imminente. Ce que nous avons, ce sont des analyses fondées sur le droit commercial et les comportements passés. Sur la base des informations disponibles jusqu'à présent, il s'agit de vulnérabilité, pas de certitude. Examinons maintenant les réactions. Aux États-Unis, les opposants politiques se concentrent surtout sur la forme. Ils critiquent le ton des propos sur le Groenland. Ils soulignent les conséquences humanitaires au Venezuela. Mais ils évitent largement la question structurelle, la gestion des alliances, en particulier avec le Canada. Cette omission est significative. Au Canada, la réaction se fait sur deux niveaux. Publiquement, le gouvernement maintient le discours d'une relation solide et stable. Il n'a pas le choix. En privé, l'analyse politique révèle une inquiétude réelle. Il existe aussi une contradiction plus large dans la réaction occidentale. Lorsque des États rivaux utilisent la pression économique, on parle d'agression. Lorsque des outils similaires sont évoqués par les États-Unis, la réaction institutionnelle est beaucoup plus discrète. Les alliés européens, habituellement prompts à défendre l'ordre international, restent silencieux. Dans les médias, on observe un malaise. Des outlets qui se moquaient initialement du Groenland publient maintenant des analyses sérieuses sur la sécurité arctique. Ce changement de ton est révélateur. Il faut cependant éviter l'exagération. Les scénarios d'annexion ou de confrontation militaire ne sont pas appuyés par les faits. Ce que les faits indiquent, c'est la normalisation de la pression économique. La précision est essentielle. Voici la prédiction. Au cours de la prochaine semaine, le discours médiatique va évoluer vers un nouveau cadrage. La sécurité des ressources nord-américaines. Moins de discussions sur le commerce. Moins sur les tensions diplomatiques. Davantage sur les minéraux critiques, l'énergie et l'intégration stratégique. Ce cadrage permet de présenter la pression sur les alliés comme une nécessité et non comme de la coercition. Surveillez l'apparition de termes comme autonomie énergétique, sécurité nationale, intégration continentale. Ce glissement est important. Une fois qu'un enjeu est présenté comme une question de sécurité nationale, le pouvoir exécutif dispose d'une marge d'action beaucoup plus large. Il ne s'agit pas de prédire une action. Il s'agit de prédire un récit. Et le récit précède toujours la politique. Il ne s'agit pas de paniquer. Il s'agit de reconnaître des schémas avant qu'ils ne deviennent des doctrines. Ce que vous voyez traité comme des histoires séparées est, en réalité, lié. Ils ne veulent pas que cette information circule de façon à forcer ces liens à être reconnus. Si vous voulez nous aider à combattre l'algorithme et à faire circuler la vérité, vous savez quoi faire.